Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventurières dans les coulisses. Cette semaine, on va dans les coulisses d'Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor. On a eu envie de faire cette interview pour changer un peu. Déjà, on s'est dit, mais pourquoi pas inviter un homme? Et puis, parce qu'on voulait connaître le secret de la chevelure magnifique d'Alex Dana, en fait. Tu vas voir, on en parle vraiment dans cette interview. Non, on avait envie de faire cette interview pour voir justement comment ça se passe dans les coulisses d'une entreprise qui est déjà là depuis quelques années et qui fait un beau chiffre d'affaires, dans les coulisses d'un entrepreneur qui passe à la télé avant de passer chez les aventurières. Et, euh, et donc voilà, je te laisse découvrir cette interview et voir la jolie réponse d'Alex à la question qui tue de Laure à la fin et son talent particulier pour nous conter des histoires. Bienvenue dans Les Aventurières dans les coulisses. Merci Alex d'être notre invité aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Alex, donc c'est la première fois que je dois présenter, donc évidemment ça va être... j'ai été chercher des interviews très sérieuses de ce garçon. Il a créé sa première entreprise à 20 ans, elle a fait 16 euros de chiffre d'affaires, mais il en a ouvert une autre. Elle vient de lever 11 millions, donc je pense qu'on peut dire que ça a mieux marché que la première, en tout cas financièrement parlant. Mais surtout, la raison pour laquelle on avait envie de t'inviter, c'est parce que d'abord, tu es mi-humain, mi-chevelure scintillante. Tu peux être élu meilleure chevelure de la saison 1 du podcast, je pense, à l'aise. J'ai une Et calvitie, hein. J'ai une calvitie qui se voit de plus en plus. arrête, C'est vrai. Là, on ne justement, pourra tu plus être... mentionnais la levée de fonds. Je suis passé à la télé chez BFM, ce qui était comme toujours un moment horrible parce que faudra en parler quand même. Faudra à un moment parler d'expérience utilisateur entre tourner un podcast et passer à la télé du point de vue de celui qui parle. C'est vraiment le jour et la nuit en termes de enfer, paradis. Et bref, donc mon équipe a fait une petite story Instagram me filmant en train d'arriver sur le plateau et de dos, le seul truc qu'on voyait, c'est ma calvitie. Donc, les Oh cheveux, non, en fait, c'est un bluff. Tu vois, c'est que je sais que je suis dans la bonne phase de ma vie où en frontal, j'ai les compliments, mais derrière, j'ai un petit démon qui me montre bien ce qui va arriver. Le moment est venu de porter un mise chapeau. tout sur les cheveux. Mm, mm. Voilà, à Euh, toi maintenant. de miser sur mes cheveux, normalement Enfin, ça va. Une autre raison pour laquelle on avait envie de te parler, c'est parce que, d'avoir les coulisses de ton parcours d'entrepreneur, c'est aussi parce qu'il y a un côté atypique chez toi où l'année dernière, tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, ok, ma boîte, super, je vais la gérer en même temps que je vais devenir acrobate semi-professionnel, je pars, salut, au revoir. Et il y a un côté comme ça un peu foufou chez toi qui à la fois lance un projet et un truc hyper structuré, hyper ambitieux avec des salariés, avec quelque chose qui est vraiment du domaine de la boîte comme on l'imagine. Et à côté, qui veut devenir prof de yoga, artiste de cirque, improviseur professionnel et je ne sais pas encore quoi, peut-être une carrière chez Jean-Louis David qui s'annonce sur les produits anti-calvitie, on ne sait pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette présentation vraiment très, très complète? Non, mais effectivement, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des solutions anti-calvitie, contactez-moi. Très bien. Alors, du coup, Alex, c'était quoi le rêve, la motivation qui t'a fait dire je vais lancer ma boîte au départ quand tu as lancé Live Mentor? Alors, c'était pas une motivation, c'était une peur. Ok. Moi, j'ai pas créé mes premières entreprises, dont Live Mentor, par motivation. Je les ai créées par peur de faire un stage ou de rejoindre une entreprise classique. J'étais terrifié quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, à l'idée de postuler pour une boîte, de mettre un costume, d'aller passer dans tout un embauche. Vraiment, je trouvais ça absolument affreux. J'avais été un peu traumatisé par un stage que j'avais fait chez Ubisoft, la boîte qui produit des jeux vidéo comme Rayman ou Assassin's Creed, qui est un endroit absolument horrible et qui est devenu beaucoup plus horrible depuis que je l'ai quitté. Je ne sais pas si vous avez suivi il y a à peu près un an, il y a eu un scandale d'harcèlement sexuel sur à peu près 50% du comité de direction de Ubisoft, quoi. Ouais, bonne ambiance. Et donc, moi, ça me terrifiait. Et donc, la raison vraiment première pour laquelle j'ai créé l'entreprise, c'est parce que je suis allé voir le bureau des études de mon école de commerce et je leur ai dit, c'est quoi les autres options pour valider les crédits à part faire un stage. Et ils ont ouvert les fichiers et ils ont vu, il y a une petite case, créer votre entreprise, mais personne ne le fait. Et à l'époque, ce n'était pas la mode de créer des boîtes.
Et c'est comme ça que je me suis lancé. Voilà. La motivation, elle était là. Et la première idée d'entreprise, qui a donc évidemment pas marché, je l'ai vraiment trouvée parce que je voulais créer une boîte pour valider mes crédits. Ok, c'était déjà de l'accompagnement scolaire par contre, non, cette boîte-là? La toute première, oui, c'était déjà dans l'éducation et c'était déjà dans l'accompagnement scolaire parce que par contre, ce que j'aimais faire depuis l'âge de 19 ans, c'était enseigner, former. Je le faisais de différentes façons. Je donnais des cours dans des associations, je faisais des cours particuliers, je faisais des cours collectifs. J'étais prof assistant dans une classe préparatoire. J'ai même été dans une asso pour des élèves déscolarisés. Et donc, j'adorais ça, mais je le voyais même pas comme, je le conscientisais pas comme une entreprise. Je le voyais comme une activité d'enseignement et ça me plaisait beaucoup. Et donc, évidemment, quand j'ai dû créer une entreprise pour valider mes crédits et ne pas me faire virer de l'école, je me suis tourné vers ce qui me passionnait le plus, l'éducation, et j'ai cherché une idée comme ça dans ce thème-là. Et comment t'es passé de ça à... Parce que j'ai l'impression que du coup, c'était non négociable. Comme de toute façon, Costard et boîte classique, c'était un enfer sur Terre. Il n'y avait pas d'autre option dans ta tête que de créer une boîte qui fonctionne. Mais après, ça n'a pas été si facile que ça derrière de passer de ta boîte à 16 euros donc à quelque chose qui marche vraiment, quoi. C'est ça. En fait, j'ai commencé à créer mes premières entreprises en 2010 et je n'ai pu en vivre véritablement qu'en 2016. Il y a eu 6 années qui ont été très difficiles. 6 années d'entrepreneuriat, d'échecs, pour parler franchement. Les 2 premières entreprises ont planté. Et la troisième, Live Mentor, qui est donc celle sur laquelle je travaille toujours aujourd'hui, a mis beaucoup, beaucoup de temps avant de trouver un modèle qui lui permet de tenir. Mais ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que même si tu ne gagnes pas beaucoup ou pas du tout d'argent, euh, quand tu es à ta place, tu te sens plutôt bien. Et donc, j'aimais cette réalité, j'aimais le fait de choisir tous les jours ce que j'allais faire, j'aimais cette liberté de l'entrepreneur. Alors, il y a plein de choses qui étaient compliquées et que je ferais différemment si je pouvais revenir en arrière, mais je me voyais absolument pas lâcher. Je me voyais absolument pas faire autre chose. Je me voyais absolument pas trouver un job classique parce que malgré le fait que je gagnais 1000 fois moins que mes potes ou mes camarades de promo, malgré le fait qu'on n'avait aucune visibilité sur ce que l'entreprise allait devenir, quand les autres me racontaient leur quotidien, je trouvais ça encore plus horrible. Et donc, voilà, je m'étais créé. En fait, moi, je me suis créé mon monde, quoi. Je me suis créé mon univers, ce qui a généré d'autres problèmes par la suite. Je me suis complètement enfermé dedans. Mais en tout cas, j'ai compris à ce moment-là que créer une entreprise, ça pouvait être aussi te créer ta propre réalité, te créer ton propre univers avec tes règles, tes codes. Et ça m'a fait du bien, quoi. Il y avait 0 point de allez, si ça atteint ce niveau-là, j'arrête et je fais autre chose. C'était Non, même pas une réalité imaginable en fait. non, non, non. Jusqu'en février 2016, ce moment n'est pas arrivé. En février 2016, je suis passé par un gros, gros creux. Mais par miracle, au moment de ce creux, euh, j'ai eu la vision stratégique qui a permis de pivoter Live Mentor et de trouver ce qui nous a permis de décoller. Euh, mais mais jusqu'à ce moment-là, en fait, on continuait quoi qu'il arrive. Et il y avait, moi, je me pose toujours la question, est-ce que tu connaissais des entrepreneurs avant, genre dans ta famille, ou est-ce que tu fréquentais des entrepreneurs, ou c'était tout nouveau? C'était, je me Non, jette dans le vide sans savoir vraiment où je vais, juste je veux pas du reste, quoi. non, pour moi, c'était assez nouveau. En fait, le monde de l'entreprise était complètement étranger pour moi. C'est pour ça qu'il me faisait peur, le monde de l'entreprise traditionnelle. Mm. Euh, Parce que mon père est psychiatre et psychanalyste, ma mère était artiste de cirque et trapéziste, elle a fait ce métier pendant 10 ans et ensuite elle a fait aucun autre métier de sa vie. Euh, mais mon oncle travaillait à Canal+, mes, mes grands-parents étaient entrepreneurs, mais enfin, mon grand-père surtout était entrepreneur. Quand il est arrivé en France, il a fait plein de petits boulots à son compte, mais il n'y avait pas une culture entrepreneuriale. Voilà. Voilà, la culture était plutôt artistique, intellectuelle. Mon père voulait absolument qu'on fasse médecine. On ne l'a pas fait, ni moi, ni mon frère, ni mon demi-frère. Euh,
Donc, il y avait pas effectivement du tout dans la famille cette culture de on crée quelque chose, on a des clients, on fédère une communauté, on calcule une marge, on calcule un besoin en fonds de roulement. Non, ça n'existait pas. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, ça, d'avoir... Enfin, du coup, d'être dans un monde... En même temps, tu as fait une école de commerce, donc c'est pas non plus... Enfin, voilà, tu n'as pas fait une école de poterie et ensuite tu t'es dit, tiens, je vais monter un empire intergalactique de la formation. Mais tu penses que ça t'a apporté quoi d'être justement d'un monde complètement différent et d'avoir cette vision? Enfin, moi, je la retrouve, cette vision artistique dans la façon dont tu gères, en fait. Ouais. Alors, en fait, alors, il y a deux choses. Il y a un, donc moi, je suis tombé en école de commerce totalement par hasard. Alors, ça, c'est encore une autre histoire, mais en gros, quand j'étais au lycée, j'étais impliqué dans les mouvements étudiants lycéens euh, euh, contre la réforme du CPE. Donc, je bloquais le lycée, bon, comme beaucoup d'autres. Et j'ai été pris en grippe par le principal du lycée qui croyait que j'étais un des meneurs, alors qu'en fait, moi, je n'étais pas un des meneurs. Et donc, il m'a sabré mes dossiers où je postulais pour Sciences Po. Moi, le truc que je voulais faire, je me disais, bah, je vais être diplomate, les négociations internationales, la crise des missiles de Cuba, enfin, j'étais à fond là-dedans. Je pense que j'aurais été très mauvais en plus. Hein. Vraiment, je pense que j'aurais été vraiment catastrophique dans un job de diplomate. Mais je voulais faire ça. Il m'a sabré, donc je me suis retrouvé sans rien en juillet. Et donc, à cet été, après le bac, en fait, complètement par hasard, je tape sur Google, je ne sais plus quoi, euh, que faire après le bac, je crois, littéralement. Et je tombe sur cet organisme privé. C'était la première fois que je contactais un organisme privé. J'avais toujours été dans le public avant. Et je débarque en prépa école de commerce. Je ne sais même pas ce qu'est une école de commerce. Je ne sais pas ce qu'est HEC. Et je me rappelle la première semaine, je suis là-bas. Et je me sens vraiment mais complètement étranger par rapport aux autres. Déjà parce que je suis avec des gosses de riches pour parler franchement. Et donc, je comprends qu'il faut payer soi-même le déjeuner. Et moi, j'ai pas d'argent. Alors, il y a ce moment de crise lors du premier déjeuner. Je me rends compte que moi, j'ai pas d'argent sur moi. Et les autres, ils ont de l'argent. Alors, je fais comme si j'avais pas faim. Alors qu'en fait, j'étais mort de faim. Bref. Mais donc, voilà, je me retrouve là-bas. Et alors, après, je pose des questions. Et c'est quoi HEC? Bon, donc, je débarque en école de commerce. Mais l'école de commerce m'a pas du tout enseigné ce que c'était l'entrepreneuriat. Je le dis. Je leur dis amicalement, hein, ils sont nuls pour enseigner ça. Et je l'ai dit déjà publiquement. Après, pour ma famille, moi, il y avait un truc fort quand même dans ma famille, c'était le goût des histoires. Alors, ma mère racontait énormément encore l'histoire de son parcours dans le cirque. Et donc, on a été élevé à ça, au fait qu'elle ait quitté sa famille lors du bac. Elle est partie de Lyon, elle est montée à Paris, elle a fait des ménages et puis elle faisait des cours de danse. Et puis un jour, elle passe devant un truc et c'est le cirque d'hiver de Paris. Elle voit de la lumière, elle rentre et elle commence à prendre des cours de cirque. Et là, ça explose. Elle rencontre un prof, une relation très forte qui se crée. Elle est embauchée par un premier cirque, après un deuxième, et après Grus, Fratellini, Zavata. Enfin, elle les a tous fait, les top cirques en France. Donc, vraiment le goût des histoires. Tu vois. Et alors, mon père, c'était pire. Mon père, il n'arrêtait pas de dire c'est dans la famille d'Anna, tout le monde a une histoire. L'histoire du départ d'Égypte, on est parti, on n'avait que 9 valises. Dans la 9e, on a mis tout ce qui était précieux, on a soudoyé le douanier pour qu'il ne fouille pas la 9e valise. Ton père est arrivé, enfin lui-même, j'ai rasé les murs parce qu'il avait peur de se faire repérer. Il a fait médecine, il est devenu psychiatre. Ton oncle a intégré Canal+, ton frère, ton cousin Laurent et son cousin Cyril, ils ont monté un riad au Maroc. Ton grand-père, il était en coton. L'autre, il est parti d'Égypte pour aller faire, je sais pas quoi, fortune en Italie. Il y en a d'autres, ils sont partis à New York. Il y en a encore un autre, il est sculpteur en Suisse. Donc, c'était vraiment les histoires. Tu vois, vraiment une, une sorte de mythologie familiale de tu dois écrire ta propre histoire. Et il faut que cette histoire, elle soit digne d'être racontée, quoi. Mais moi, je trouve ça super chouette. Tu vois, moi, ça, c'est vraiment un truc que j'ai aimé dans ma famille. C'est, il n'y a pas une histoire unique. Chacun a sa propre histoire et toutes les histoires sont stylées, tu vois. Et donc, faut que tu décides d'écrire ta propre histoire. Et donc, moi, je dis, OK, bah, j'ai écrit ma propre histoire. J'ai écrit le truc, Live Mentor, l'éducation, etc. Et voilà, ça, je pense que ça m'a apporté. Par contre, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour comprendre ce que je pouvais aller tirer de mon histoire familiale comme enseignement et à l'appliquer dans mon business. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le fait d'avoir un père psychiatre, psychanalyste avec une approche très différente de la psychiatrie traditionnelle. Mon père, par exemple,
s'est beaucoup fait connaître pour ne pas prescrire de médicaments. Et justement, il s'est opposé à la médecine psychiatrique dominante qui peut avoir cette dérive en France aussi, mais surtout aux États-Unis, de complètement shooter les gens à base de médocs pour les transformer en légumes. Et il a inventé des lieux, des espaces où, par exemple, les malades peuvent sortir et venir quand ils le souhaitent. Juste une mini digression, en fait, la manière dont ça marche classiquement en France, c'est que tu es schizophrène, par exemple, tu es dans ta famille, à un moment tu pètes un câble, tu fais une connerie, tu es condamné, on t'envoie pendant 2 semaines dans un lieu, puis ensuite on te dit sortez monsieur, c'est bon, vous êtes guéri, puis 3 mois plus tard tu redéconnes et tu es remis dans le lieu. Donc du coup c'est super infantilisant, ça aide pas les gens à progresser. Et mon père a créé des lieux où tu peux en autonomie dire ok, je sens que là je vais bientôt vriller, je vais là parce que je peux être dangereux pour moi et pour mes proches. Et ça, en fait, cette réflexion sur la puissance en fait de ton esprit, de ton mental, de tes émotions en positif ou en négatif, cette réflexion sur bah oui, en fait, la manière dont tu te gères, ça a mis beaucoup de temps de comprendre à quel point je pouvais l'implémenter, ou en tout cas l'utiliser chez Live Mentor. Et en ce qui concerne ma mère, c'est encore c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus nébuleux, mais disons que je pense effectivement aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose pour changer la sclérose de la société française et la manière dont elle est complètement découpée en sectes qui ne se parlent pas. La secte du monde corporate, la secte des startups, la secte des freelances, la secte des artistes, la secte des athlètes, la secte des mecs qui sont en écolieu et qui font pousser des carottes, tu vois, pour résumer. Et ça, je trouve que on a vraiment ici cette culture ici qui est super, super, super scindée. Et si toi, tu es artiste, soit tu l'es pas, tu vois, les gens disent je ne suis pas artiste, je ne suis pas créatif. Bon, okay. Après, ça pleure. Et au contraire, des artistes qui sont là, non, mais entrepreneuriat, tout ça, faire une facture, non, je suis grand Manitou, c'est pas pour moi non plus. Et ça, en fait, c'est un enseignement, je pense, de l'histoire de ma mère, qui est faut pas tomber là-dedans, en fait, faut faire l'extrême inverse. Et ça c'est très récent pour moi de le conscientiser à ce point et de vouloir l'implémenter dans ma vie et dans Live Mentor. C'est hyper intéressant de voir les liens que tu fais en fait entre des sujets qui paraissent hyper différents et de voir comment on peut apprendre et implémenter dans l'entrepreneuriat de tout ce qui se passe dans sa vie en vrai. L'entrepreneuriat, c'est la vie en fait. Et inversement, donc voilà. Merci pour ça. Du coup, on va passer parce que je pense que sinon, on va déborder très, très vite. On pourrait passer 2 heures. Moi, je parle beaucoup, c'est ça le problème. On va passer à ma partie préférée qui est sur aller démonter comment fonctionne ton business. Et du coup, la première question, c'est Live Mentor, ça vend quoi à qui ouais, aujourd'hui, c'est quoi Live Mentor en fait? On vend des formations en ligne avec ou sans accompagnement pour majoritairement des créateurs et des créatrices d'entreprises. Donc, c'est notre positionnement historique depuis maintenant 5 ans. Ces formations durent 3 mois, elles coûtent 1 500 €, elles sont basées sur un accompagnement individuel et elles reposent sur l'acquisition d'une compétence concrète comme la vente, le marketing, la création d'un site internet, le recrutement, la gestion des finances de l'entreprise. On a des formations spécifiques par secteur d'activité comme le e-commerce. Et on est en train d'étendre un petit peu notre catalogue de formations pour y intégrer des formations sur des compétences utiles tout au long de sa vie pour différents projets, que ce soit une création d'entreprise ou pas. Donc, par exemple, on vient de lancer une formation sur la gestion des finances personnelles parce que c'était une demande de notre communauté, à la fois de la part d'entrepreneurs de notre communauté qui réalisent que c'est bien de savoir gérer les finances de sa boîte, mais
faut aussi savoir gérer ses propres finances. Euh, mais aussi, on a entendu dans notre communauté des gens qui ne sont pas entrepreneurs nous dire on aime l'esprit Live Mentor, on aime euh, cette, cette dynamique d'accomplissement que vous portez, cette philosophie que vous portez qui est c'est pas grave d'avoir des échecs, ce qui compte en fait, c'est pas tant la réussite ou l'échec d'un projet, c'est surtout le fait d'avoir osé et de pouvoir se retourner à la fin de sa vie et de se dire je suis content en fait parce que j'ai exploré en fait ce monde voilà, qui est très grand, qui est très vaste, bon, qui est aussi en danger en ce moment. Mais ce monde qui est à la planète Terre, on peut faire plein de choses. Et j'ai pu l'explorer en sortant un peu de ma caverne parce que j'ai fait l'acquisition tout au long de ma vie de compétences qui me sont utiles. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On le fait via le statut d'organisme de formation, ce qui permet d'avoir des formations qui sont finançables par Pôle emploi et le CPF. Et à côté, on a ajouté d'autres chantiers, en fait, d'autres produits comme un magazine qui s'appelle Odyssée, Odyssée Entrepreneur, qui est un mensuel papier, et puis un livre, premier livre, qui s'appelle La méthode Live Mentor, que j'ai rédigé et qu'on a publié en mars 2020. Et je bosse actuellement sur un deuxième livre. Et enfin, on organisait, avant le Covid, des événements présentiels. Et on va reprendre, et j'espère là que le 14 octobre, non, pardon, 14 décembre, oulala, on va faire un événement avec 1000 personnes. On a décidé ça la semaine dernière. Et on va laisser un peu, là qu'on enregistre le jeudi 7 octobre, donc on va laisser un peu plus d'une semaine à l'équipe pour le mettre en place. Mais normalement, on fait ça le 14 décembre. Ok. Et du coup, Live Mentor, aujourd'hui, c'est combien de chiffre d'affaires? On ne communique pas sur le chiffre d'affaires de 2021. Je crois qu'on a communiqué sur celui de 2020, je ne sais plus. Bon, allez, on va communiquer dessus. On a réalisé 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 en étant rentable et on double environ chaque année. Donc là, on commence à être sur des volumes où ça fait flipper parce que chaque truc qui bouge dans le paquebot, tu as l'impression que c'est une déflagration. Mais ce que je peux te dire pour donner de la visualisation, c'est qu'on a 100 personnes en CDI maintenant, plus 100 mentors en freelance. On est répartis sur 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. On songe à l'ouverture d'un 4e bureau qui pourrait se faire dans l'Est, du côté de Nancy ou Strasbourg. C'est encore exploratoire à ce stade. On n'a pas l'ambition d'aller à l'international. On pense qu'il y a déjà un boulot énorme à faire en France. Et on préfère voilà, juste améliorer ce qu'on fait, améliorer la qualité de nos accompagnements, de nos formations, continuer de consolider notre communauté. On a plein de choses à améliorer sur la France et on veut se concentrer là-dessus. J'ai 2 questions pour toi. Je pense qu'elles sont liées, mais la première, c'était quoi ce pivot stratégique de 2016 qui fait que c'était le creux du creux de la vague et qu'en fait, ça a été aussi le début de quand ça a décollé Live Mentor. Et le deuxième, c'est dans ta vision, tu parles souvent de la carte de Disney et j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu vois ça aujourd'hui dans Live Mentor. Yes. Alors, le pivot, en fait, il s'est fait en plusieurs temps, mais le premier point qui a vraiment fait la différence, c'est de comprendre que l'éducation, c'est une question d'expérience contrôlée. C'est une expérience contrôlée. C'est très, très, très dur de former et de coacher et d'éduquer. C'est extrêmement dur. Donc, en tant qu'entreprise de ce secteur, tu dois contrôler ton expérience de A à Z. D'ailleurs, nous, on est loin d'y être. Hein. Je le dis tout le temps. On a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment contrôler l'expérience de bout en bout. Or, le premier modèle de Live Mentor, c'était une place de marché. Donc, on mettait en relation des élèves avec des profs. Et donc, on contrôlait rien, en fait. C'était au petit bonheur la chance, tu tombes sur quelqu'un. Alors, évidemment, on avait travaillé comme des dingues pour mettre des filtres, des avis, etc. Mais en fait, quand tu regardes la réalité, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que les gens veulent. Plus tu proposes à un élève une diversité de choix, plus il est perdu, plus il stresse, même si tu lui permets de choisir. Donc, ça n'a rien à voir avec une expérience comme commander un repas sur un des sites là, qui permet de commander ses repas, Deliveroo ou Uber Eats, où tu es content, tu regardes le prix, la distance de livraison, est-ce que c'est bien noté ou pas, est-ce que c'est italien ou est-ce que c'est
indien ou est-ce que c'est japonais, tu es très content. Mais ça, en fait, dans l'éducation à la formation, ça ne fonctionne pas. Euh, et donc, à ce moment-là, le premier déclic, c'était de se dire, mais il faut qu'on arrête absolument ce côté, vous avez le choix, c'est le supermarché, allez-y, il y a plein d'options, plein de pédagogies différentes, etc. Pour dire, mais non, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est notre propre pédagogie. Et c'est là qu'on a fait le shift entre des cours particuliers et de la formation, mais de la formation avec accompagnement. Ce qui maintenant est la norme dans le marché en 2021. La plupart des formations sont avec d'accompagnement. Et en 2016, c'était absolument pas le cas. En 2016, c'était la mode de je vois une vidéo avec un type qui me parle sur Facebook et puis je clique dessus et en fait, c'est une vidéo qui a été enregistrée il y a 10 ans et je la regarde du début à la fin et basta. Je ne peux pas lui parler. Et donc, ça, le fait de passer sur ce modèle intégré, vision contrôlée, mappons l'expérience de A à Z, posons-nous la question de qu'est-ce qui se passe en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3. Ça a été le premier gros shift qui nous a permis d'aller mieux. Et puis ensuite, on a décidé de se centrer sur les créateurs et créatrices d'entreprise, qui a été le deuxième shift. Et un shift qu'on a décidé de faire en ne communiquant pas sur les startups, en disant on ne veut pas accompagner les startups. Ça ne nous intéresse pas, en fait, les changements technologiques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les freelances, les créateurs, les artisans, les artistes, les athlètes, toutes les personnes qui sont à leur compte. Et donc, ça a été pas mal influencé, évidemment, par l'histoire de ma mère. Et de se dire, par contre, cette population-là, on veut l'adresser dans sa globalité. On ne veut pas faire des formations et créer une communauté, créer une entreprise avec que des artistes ou que des freelances ou que des coachs. On veut qu'il y ait un mélange parce qu'on pense que ça va apporter de la richesse dans, dans ce qu'on fait. Et voilà, donc c'est les deux changements consécutifs qui ont, je pense, été super importants. C'est intéressant parce que du coup, tu n'as pas ciblé une niche, comme c'est bien vu en marketing, avec un truc très pointu. Je ne m'occupe que des freelances qui créent des sites web. Voilà, c'est Non, hyper intéressant. On l'a pas fait comme ça. Après, on a ciblé par thématique de formation. On a commencé avec une formation A, puis une formation B, une formation C. On a fait les choses petit à petit. Oui, justement, moi, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, Live Mentor, il y a beaucoup d'offres, enfin beaucoup de formations. Ouais. Et du coup, ça a bien commencé par, voilà, tu n'as pas tout lancé en même temps, quoi. Tu as commencé par une d'abord. Et puis, tout à fait. Ouais. Et du coup, actuellement, c'est intéressant aussi. Tu as fait la même chose pour les autres aspects du marketing, genre pour faire connaître Live Mentor. Ça a été d'abord, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, à l'origine, moi, quand j'ai connu Live Mentor, il y avait le groupe Facebook essentiellement, mais vous avez beaucoup en fait, investi quelque chose drôle. et puis après un autre. Écoute, c'est marrant parce qu'en fait, la question que tu m'as posée tout à l'heure me fait réaliser un truc. En fait, on a testé plein de choses, évidemment, pour se faire connaître, mais ce qui a toujours fonctionné au final, c'est de raconter des histoires. Donc, on en revient un peu à mon truc familial, mais je pense que la première chose qu'on a mis en place en 2016-2017, c'est une newsletter. Cette newsletter nous a vraiment aidé à décoller. Et cette newsletter est caractérisée par le fait qu'elle est blindée d'histoires, elle est blindée de récits et elle est très longue, souvent. Ensuite, on a lancé le magazine qui nous a aussi beaucoup aidé. Le livre est une compilation d'histoires et le livre a été un super élément pour permettre à Live Mentor de se faire connaître par un public assez large, par des gens qui n'étaient pas du tout sensibles à ce qu'on faisait et qui en fait sont découverts par le livre et qui ensuite ont décidé de nous faire confiance sur une formation. Là, on fait un deuxième livre bientôt. Donc au final, oui, je pense que le goût de raconter des histoires est ce qui a le mieux marché pour nous. Quand on n'est pas très bon en partenariat, par exemple, l'élément qui fonctionne depuis 5 ans et qui, je pense, peut encore beaucoup fonctionner, c'est la capacité à raconter des histoires et à adapter ces histoires en fonction de l'endroit où on les raconte. Ça, on a encore des progrès à faire. Ok. Et actuellement, pour acheter une formation chez Live Mentor, c'est ouvert tout le temps ou vous faites des lancements, vous avez des tunnels de vente? C'est quoi le système derrière?
Non, c'est ouvert tout le temps. On a des gens qui commencent chaque semaine. Donc, tu as sur le site toutes les formations qui sont ouvertes et sur lesquelles les personnes intéressées demandent des informations. Passe au téléphone avec quelqu'un de l'équipe pour qu'on soit sûr que la formation est la bonne pour la personne. On fait énormément de reciblage par rapport à la formation initialement demandée où finalement on dit à la personne mais c'est plutôt telle formation qui est utile pour toi. Euh, et c'est, en fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaie de toujours dire, c'est que la bonne manière d'avoir quelqu'un qui s'inscrit en formation, c'est que la personne nous connaisse depuis au moins un an. Voilà. Donc en fait, le meilleur moment pour se faire connaître, c'était il y a un an. De sorte à créer une relation de confiance pendant un an et que la personne se dise petit à petit, en fait, ok, je comprends ce qu'ils font, je les vois évoluer, je comprends leur travail, je comprends leur pédagogie. Hop, j'y vais. Et moi, j'invente rien là-dessus. Moi, je me base vraiment sur l'analyse des structures éducatives les plus connues au monde. Personne ne s'inscrit à Montessori du jour au lendemain. Si un jour tu as un enfant, tu vas pas du jour au lendemain dire ah bah tiens, pourquoi pas une école Montessori. En fait, tu vas lire des choses sur Montessori au moins un an avant de faire, au moins un an, parfois c'est 10 ans, avant de mettre ton enfant dedans. Donc, c'est pour ça que j'essaye de beaucoup pousser la partie média de Live Mentor. C'est de faire en sorte qu'on puisse raconter notre message comme le ferait un média pour des gens qui ne nous connaissent pas. Je ne cherche pas du tout à avoir des achats émotionnels, genre ce truc va disparaître dans 5 minutes si tu ne cliques pas sur cette pub, Non, dont le non, non, compte les à formes. rebours se met à jour à chaque fois. Non, mais on fait des lancements, par exemple, quand on lance le livre ou quand on lance le magazine, on fait des lancements, on a fait sur Ulule, où on dit le livre va être lancé maintenant, vous pouvez précommander, il y a des cadeaux, il y a des bonus, etc. On fait ça. Mais 95% des inscriptions qui se font sur Live Mentor, c'est j'ai vu ce que vous faites depuis longtemps, je décide d'une formation donnée, je demande des informations, je parle à quelqu'un, et soit je vais sur cette formation-là, soit je vais sur une autre. Et au début, Comment quand tu tu Après, as... mais après c'est aussi lié au fait que nous, tu commences quand tu veux, c'est de l'accompagnement individuel. C'est différent, par exemple, comme manière de s'inscrire. Si tu fais des formations avec cohorte collective, en ce moment, on est en train de tester un format qui ressemble à ce que vous faites vous chez les aventurières, donc un format qui s'appelle l'accélération. Donc, il y a X personnes qui ont commencé à un moment donné. Là, tu as une date, tu peux pas t'inscrire après la date, en fait. Là, j'ai des gens qui m'ont contacté au mois de septembre pour commencer. Je leur ai dit, bah, en fait, c'est pas possible parce qu'il y a déjà un groupe qui a commencé le 1er septembre, vous n'allez pas intégrer ce groupe en cours de route. Donc, c'est aussi la manière dont tu joues avec la temporalité dépend aussi du format de ton produit. Comment tu as fait, toi? Il y a un truc à chaque fois que je t'écoute ou qu'on échange, il y a toujours cette vision long terme. Je me demande si c'est quelque chose qui fait partie de un peu l'ADN d'Anna, où dès le début, tu es capable de sacrifier le court terme ou de ne pas avoir d'insécurité sur le court terme qui fait que tu dis, bah non, c'est pas grave, on va faire une déflagration dans notre paquebot et on va bouger ce truc, même si ça impacte une ligne de chiffre d'affaires ou des dizaines de personnes. Ou est-ce que c'est justement un switch que tu as eu à un moment? Qu'est-ce qui fait que, bah, voilà, que tu arrives à faire ce regard long terme et pas à court terme? En fait, je pense que ça vient de plusieurs choses. Ça vient de l'histoire de la boîte. Alors, l'histoire de la boîte elle est caractérisée par 3 trucs. Le premier truc, c'est qu'on a connu des niveaux de difficulté extrêmement forts. Donc, quand tu retournes habiter chez ta mère à 28 ans, que tu vis pendant 5 ans avec moins de 1 000 euros sur ton compte, que tu as un procès pour changer de nom qui dure 1 an et que tu perds, que tu as des gens au Maroc qui utilisent des cartes bancaires volées, et j'ai une partie de ma famille qui est marocaine, hein. Donc je connais bien ce pays, que tu as une partie des gens au Maroc qui utilisent des cartes bancaires volées pour faire des faux achats sur ton site et que tu dois rembourser la personne qui se fait voler la carte bancaire, la pauvre, mais c'est toi qui rembourses, alors tu y es pour rien, bref. Quand tu passes par tout ça, avoir une petite crise conjoncturelle, un mois qui est un peu moins fort qu'un autre, bon, tu vois, ça, je trouve l'expression un peu vulgaire, mais j'en ai pas de meilleure, mais l'expression de Chirac qui disait
ça m'en touche une sans faire remuer l'autre, c'est vraiment une expression qui est très vulgaire quand même, faut le dire. Bon, en tout cas, ça m'empêche pas de dormir, tu vois. Je suis là, oui, bon bah, ok, on n'est pas mort, quoi. Tu vois. Moi, je suis prêt à couper mon salaire. Tu vois. J'ai fait tellement de fois que alors là, j'ai plus besoin de le faire. Ça fait 5 ans que je n'ai pas besoin de le faire, mais en fait, si limite demain on me disait Alex, il faut couper le salaire, je ferais mon salaire, tu vois. Enfin, j'ai l'habitude. Je suis pas d'enfant, enfin, je sais pas, moi, ça me fait pas peur, quoi. Donc, je pense qu'il y a l'habitude de la crise, quoi. D'un côté, ça brûle, c'est normal. C'est même bon, en fait. Il y a un goût de la crise. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le modèle d'entreprise et la connaissance de ce qui fait la résilience. Moi, le fait d'avoir accompagné moi-même beaucoup d'entreprises dans leur développement, ça m'a permis de voir que le succès court terme, ça n'implique pas le succès long terme. Et donc, j'en ai vu plein des gens. Parce que moi, ça fait 10 ans que je suis là, tu vois. Donc, ça fait 10 ans que je vois des projets passer. Et tout le monde me dit, waouh, attends, regarde et tout, croissance incroyable. C'est fou, ils vont tout pulvériser, t'as pas peur d'eux? Au début, ouais, j'avais peur. Et puis après, 3 mois plus tard ou 1 an plus tard, il n'y a plus rien. Le truc a mis la clé sous la porte. Donc, en fait, tu comprends avec le temps qu'il n'y a pas de raccourci. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Et par contre, bien faire les choses, c'est ce qui compte, en fait. C'est ce qui compte. C'est ta notoriété, la qualité de ce que tu fais, la qualité de ta relation avec tes équipes, tes actifs, en fait, les actifs d'une entreprise. Donc, je pense qu'il y a à la fois l'habitude du risque, l'habitude de la crise, et puis deux, le fait d'avoir beaucoup regardé à l'extérieur. Moi, j'ai beaucoup regardé à l'extérieur. J'ai beaucoup vu ce qui se passait dans l'entrepreneuriat en France. J'ai passé mon temps à observer, à analyser, à avoir des datas, des chiffres, et donc de comprendre que ouais, faire attention aux écrans de fumée, quoi. Et après, le troisième élément peut-être qui aide à avoir cette vision long terme, c'est que moi, je me vois pas faire une autre boîte que Live Mentor. Tu vois, j'ai pas de, moi, je suis pas du tout le profil serial entrepreneur. Genre, des fois, on me, il y a je sais plus qui m'avait parlé de Marc Simoncini, quoi, qui a fait donc Mythique, les rencontres. Après, il a fait les lunettes. Après, il a fait les dameuses à ski. Là, maintenant, il fait les vélos, Angel Bike. Je sais pas pourquoi il s'embête à faire tout ça. Moi, je trouve ça horrible. Jamais je ferais ça. Jamais j'aurais envie de découvrir les lunettes, les vélos, les dameuses à ski. Moi, déjà, l'éducation et la formation, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Je trouve que c'est un travail d'une vie pour comprendre à peu près comment faire le job. Donc, il y a aussi ce mélange entre impatience. Moi, je suis extrêmement impatient quand même, hein, il faut le dire. Je suis le mec le plus impatient au monde. Quand je veux faire quelque chose, je veux tout de suite, quoi, maintenant. C'est pour ça que je fais critique mon rôle dans la boîte. Mais par contre, je suis super impatient sur les projets, sur ce qu'il y a à faire. Mais je suis très confiant dans le long terme. Il n'y a pas de plan B, quoi, à chaque fois. Il n'y a pas de. Bah, Il n'y a ouais, pas y a de. pas, Oh, bah, je vais faire un autre truc, quoi. non, il n'y a pas ça. Et puis surtout, moi, j'avais un pote, un Philippe Romano, qui était entre. Je pense que c'est marrant que tu en parles, là, tu vois, ça me fait penser à lui. Philippe Romano, quand je me suis lancé et que moi, je galérais, il me disait toujours, t'inquiète Alex, moi aussi je galère, moi ça fait 7 ans. Et il était encore là, tu vois. Et en fait, il a décollé, le Philippe, il a une super boîte aujourd'hui qui marche super bien, qui est ultra solide financièrement. Ils font de la technologie compliquée dans les stockages, dans les entrepôts. Je ne peux pas t'expliquer ce qu'ils font, je n'ai jamais compris. Mais il m'avait dit un jour, celui qui gagne, c'est celui qui tient. Celui qui tient bon. Et c'était marrant en fait, c'était vachement sensé comme phrase. C'était un peu la philosophie. En fait, il n'y a personne qui est plus intelligent qu'un autre. En fait, celui qui est plus intelligent, c'est celui qui reste assez longtemps pour apprendre plus que les autres. Ça, j'avais beaucoup aimé ce moment avec Philippe. Trop bien. C'est l'opiniâtreté, c'est ça? Ouais, ouais.
Aujourd'hui, du coup, on aime bien savoir comment se décompose aussi. Enfin, ne raconte pas tes journées, mais c'est quoi ton rythme de travail? Surtout que quand même, tes journées ont l'air très intéressantes puisque du coup, tu n'es pas euh, que le patron de Live Mentor. Tu fais du cirque à côté et plein d'autres choses. Donc, c'est quoi ton rythme de travail aujourd'hui et est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, malheureusement, je ne fais pas encore du cirque au point où j'aimerais. Moi, c'est vrai que je me suis mis comme intention d'être acrobate et j'aimerais avoir un niveau qui me permet d'organiser des spectacles ou de participer à des spectacles existants. Et donc, je m'entraîne beaucoup et donc, effectivement, mon temps se décompose entre… Moi, j'adore faire cet exercice. Hein. Vraiment, je prends mon calendrier sur les 6 derniers mois, ça me prend 1 heure et demie et je regarde chaque heure où est-ce que je l'ai passé. J'adore faire ça. Et là, ce que ça donne, c'est que mon temps, il est globalement décomposé entre Live Mentor. Après, on pourra parler de ce qu'il y a dans Live Mentor parce que c'est encore un autre sujet. Les arts du cirque, mes amis, ma vie amoureuse, et c'est tout. J'ai assez peu de temps avec la famille, je le regrette un peu. Pour certaines personnes de ma famille, je le regrette beaucoup. J'ai. Bah, ouais, globalement, c'est ça, quoi. Ouais. C'est ces 4 éléments, ces 4 boules-là. Amis, vie amoureuse, art du cirque et Live Mentor. Et les arts du cirque, oui, ça commence à prendre du temps. En fait, j'essaie de m'entraîner 2 heures par jour et puis d'y consacrer parfois des week-ends entiers. Et cette année, c'est un peu particulier parce que je suis parti à New York pour m'entraîner avec des profs qui étaient vraiment géniaux. J'avais besoin de cette énergie-là. Et donc, je suis parti 3 mois à New York. J'ai obtenu un visa étudiant à l'école de ballet qui s'appelle le Ballet Art Center de Manhattan. C'était une aventure incroyable. Le directeur m'a fait confiance et m'a dit, bon, ok, t'es complètement déglingo, tu vas être complètement largué dans les cours aux autres étudiants qui sont en fait quasiment que des étudiantes, quasiment toutes japonaises, quasiment toutes 19 ans et qui s'entraînent toutes au ballet quasiment depuis l'âge de 4 ans. Mais bon, on t'aime bien, tu vas être un peu le clown du coin, tu te mets là, tu as ta place, tu te mets au milieu de tout le monde parce qu'il faut que tu regardes tous les mouvements et que tu copies. Et si tu meurs pas en cours de route, tu as le droit de rester. Et donc, ils m'ont accepté. J'ai passé 3 mois là-bas. J'ai adoré. Et j'y allais tous les jours. Je faisais 1 heure et demie à 2 heures de ballet. Et puis à côté, donc, les profs de cirque. Donc voilà, ça, j'y passe beaucoup de temps. Mais encore une fois, moi, je rappelle, les gens me disent souvent, comment tu fais pour faire ça, etc. Je rappelle que j'ai pas d'enfant. Donc, en fait, bah oui, je fais ce truc, je fais ça, mais quelqu'un qui gère une boîte et qui a un enfant, 2 enfants ou 3 enfants, pour moi, il est encore plus surhumain que moi, quoi. Tu vois, beaucoup plus surhumain. Après, c'est vrai que quand je me retrouve en conversation, on me dit ah, tu regardes quoi sur Netflix en ce moment? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas maté une série Netflix, quoi. C'est vrai que les journées sont bien prises et donc j'ai assez peu de moments chill, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est une grosse partie de ma vie. Et à côté, je suis aussi devenu nomade, donc je voyage beaucoup et je pratique beaucoup les espaces de co-living. J'adore ça. Donc ces derniers mois, je suis allé au Guatemala, au Mexique, à Avignon, à Aix-en-Provence beaucoup parce qu'on a des bureaux aussi là-bas. Là, je vais partir à Madeira fin octobre. Je vais partir en Vendée, en Alsace. Ouais, j'ai plus de domicile fixe. Donc j'ai mon gros sac à dos que je trimballe partout et mon routeur 3G. C'est-à-dire qu'on peut être à la tête d'une entreprise qui fait des millions de chiffres d'affaires et ne pas bosser 12 heures par jour enfermé dans un bureau. Non, mais ça m'a mis beaucoup de temps pour le comprendre. Ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps de le comprendre. C'est intéressant. Oui, puisqu'on a l'image du… faut bosser beaucoup pour mériter, quoi. Enfin, et pour faire tourner une grosse boîte. Alors que… Non, mais ça m'a mis énormément de temps de le comprendre et c'est vraiment mon associé Anaïs qui m'a ouvert les yeux là-dessus quand elle a rejoint l'aventure et qu'on s'est associés ensemble et qu'elle m'a dit, tu sais, moi, Alex, je ferai toujours du cheval, quoi. Donc, je ne veux pas lâcher le cheval. Il faut que est-ce que tu es prêt à ça? Comme bon, ouais, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas pas trop bosser. Et puis en fait, heureusement, j'ai calmé mes peurs et j'ai dit oui, ça a été la meilleure décision de ma vie de m'associer avec Anaïs Preto. Et, et puis surtout, elle m'a ouvert les yeux sur ma propre vie et mon propre vide existentiel.
à côté de Live Mentor. Alors, tu voulais... Pas vie d'essentiel, ça m'a calmé, donc j'ai fait un petit silence. Quand même, par rapport à l'actu on enregistre cette interview juste après que tu aies annoncé une levée de fonds, et je voulais juste avoir un mot sur... ça change beaucoup d'avoir une boîte avec des actionnaires quand même, d'avoir une boîte sans actionnaires où tu es juste avec tes associés éventuellement ou seul aux commandes. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose sur... tu as dit plein de trucs dans les médias, donc c'est pas la peine de répéter ça, mais s'il y a quelque chose que tu as envie de partager de ça. Voilà. Ouais, non, il y a un truc que j'ai pas dit dans les médias, mais que j'ai dit à mon équipe quand on s'est vu la semaine dernière et qu'ils m'ont tous posé la question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des actionnaires? En fait, je leur ai raconté que après 10 ans, je comprends maintenant qu'avoir des actionnaires, ça a 3 impacts. L'impact potentiel, l'impact réel et l'impact dans ta tête. L'impact potentiel, c'est que oui, tu peux te faire virer du jour au lendemain. Moi, je peux me faire virer du jour au lendemain. Je pourrais recevoir littéralement un texto maintenant et me dire, Alexandre, tu n'es plus président de la boîte. Alors, il faudrait qu'il y ait quand même certaines circonstances, que j'ai un peu déconné et tout. Mais voilà, c'est un impact potentiel, c'est que ça se passe mal et que tu sois mis dehors. Bon, bah ça, cet impact potentiel, faut juste l'admettre et puis ensuite, ça ne sert à rien d'y penser tous les jours. L'impact réel, c'est quoi? C'est du temps que tu vas passer avec tes actionnaires. Environ une fois tous les 2 mois, on va se voir pendant 2 heures et demie. On va échanger des idées. Certaines seront bonnes, certaines seront moyennes, certaines seront nulles. Bon, bah, c'est ton job de choisir au fil du temps des gens avec qui tu es aligné, que tu trouves intéressants, experts, etc. Et nous, bah, on s'améliore, je trouve, avec le temps. On s'améliore et on réussit, je trouve, à s'entourer de gens qui sont de plus en plus alignés avec nos valeurs. Ça, c'est chouette. Mais voilà, l'impact réel, tu vois, c'est ça. C'est quelques heures par mois. Et après, il y a l'impact dans ta tête. Ça, c'est le plus désastreux, en fait, potentiellement. C'est celui où tu te dis, oula, mais attends, ce truc-là, je vais peut-être pas le faire, parce que si les actionnaires le voient, ils vont pas kiffer, etc. Et ça, bah, j'aurais aimé, moi, me libérer de ça très tôt. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était juste du bruit. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai atteint un stade où je me trouve assez libre mentalement par rapport à l'image que les actionnaires peuvent avoir de moi. Donc, j'hésite pas à créer ma propre réalité, à créer l'entreprise selon ce que je pense et ma définition de la vérité. Tu vois, quand je me mets sur Instagram à faire une vidéo où j'ai un masque de clown, que je me fais étrangler par un banquier, enfin un faux banquier, hein, c'était une vidéo sketch, hein, je précise. Je me pose pas la question de qu'est-ce que mes actionnaires vont penser. Et heureusement que je me la pose pas. Parce que sinon, bah, ça m'empêcherait de vivre. Donc voilà, impact potentiel, impact réel et impact dans ta tête. Et 3 dimensions. Ok, merci. Ça, c'était une dernière question ou... Non, je pense que non. On a vu, sans parfois poser les questions, mais on a eu les réponses. Ah, écoutez, j'ai encore un tout petit peu de temps, mais je suis attendu sur une autre conférence dans 3 minutes. Dernière question d'1 minute alors. Tous mes mentors. Si on est à la fin de ta vie et que tu es sur le point de claquer, de rendre ton dernier souffle, mais tu restes lucide, de quoi tu as envie d'être le plus fier de cette aventure, pas que Live Mentor, de cette aventure de ta vie, quoi. C'est une très bonne question. En fait, je me suis beaucoup interrogé là-dessus cette année. Bon, j'écris quand même un livre qui est thérapeutique pour moi-même. Hein. Créer une entreprise et les conditions de son bonheur, c'est le titre du second livre. En fait, la conclusion à laquelle je suis en train d'arriver cette année, c'est que j'ai cherché la liberté comme valeur cardinale pendant les dernières années de ma vie. Et je pense que ça m'a vachement aidé et que je me suis créé une vie avec pas mal de liberté. Liberté de penser, liberté d'agir, liberté géographique. Et que j'avais un petit peu ce combo entre liberté et faire des grandes choses, faire des choses qui soient mémorables. Mais la liberté était prédominante. Et
en fait, de par certaines rencontres que j'ai pu faire en 2021, certains mondes que j'ai pu voir, certains univers, le fait de confronter la culture française et la culture outre-Atlantique, que ce soit au Mexique, au Guatemala ou à New York, je suis en train d'arriver à la conclusion, je suis déjà arrivé à cette conclusion que ce qui compte beaucoup plus maintenant pour moi que la liberté, c'est vraiment l'amour. Le sentiment d'amour pour ce qu'on fait, pour les autres, pour les gens autour de soi. Évidemment, il y a aussi des relations amoureuses là-dedans. Et je suis en train vraiment profondément d'arriver à l'affirmation en mon fort intérieur que faire des très grandes choses, si c'est au mépris de l'amour à la fois pour soi et pour les autres, ça n'en vaut pas la peine. Si ça se traduit par de la violence, par la souffrance, ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'au final, c'est pas si grand que ça. Oui, c'est grand, ça a un impact sur des gens, mais à l'intérieur, il y a des gens qui souffrent. Et ça, tu vois, bon, moi c'est ma chance, en fait, avec la place que j'ai chez Live Mentor, c'est que je peux voir plein de trucs, je peux voir plein de projets, je peux rencontrer plein de gens qui ont du succès, je peux voir plein de trucs. Et progressivement, en fait, je vois ce qu'il y a derrière le succès. Et ça ne fait pas toujours envie, quoi. Rarement. Donc, ouais, je serais content de pouvoir me retourner, de me dire, il y a eu pas mal d'amour dans ma vie, quoi. C'était cool, quoi. Parce qu'au final, on est quand même défini par ça en tant qu'humain. Cool. Merci, Alexandre Dana de Live Mentor. Merci à vous. Je l'aurais dit. Où est-ce qu'on peut retrouver Live Mentor si des gens ne vous suivent pas déjà? C'est quoi le canal principal? Bon, on est nul sur YouTube, on est nul sur Twitter, on commence à être bon sur Instagram. Parce qu'on fait pas de publication. On a compris qu'on n'était pas bon, donc on fait que les stories là, pour montrer notre vie un peu folle. Et ça, je pense que c'est assez marrant pour les gens de voir à l'intérieur de Live Mentor où on est un peu taré quand même. Mais sinon, la newsletter, c'est bien, quoi. On mettra le lien. On mettra le lien pas mal, quoi. On écrit des trucs pas mal et moi, je suis présent sur LinkedIn où je recrute des gens. Okay. Je chasse. Je pêche. Merci. Bisous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Salut.